Coucou les addicts, c'est Aurélie, Outlander Addict. Me voici de retour pour le tout dernier décryptage de la saison 6. Pour l'épisode 8, Je ne suis pas seule, qui a été diffusé donc ce 2 mai 2022 sur Netflix en France et en Belgique. Nous voici à nouveau dans cette difficile période du Outlander. Donc c'est cette période qui sépare la diffusion de 2 saisons de la série. On avait attendu longtemps cette saison 6, 2 ans quasiment. Je pense que nous allons encore attendre une petite année avant de voir la saison 7. Elle est en train de se tourner, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on va pouvoir se projeter. Donc c'est triste et en même temps, beaucoup de choses vont certainement se passer d'ici là. On va avoir des interviews promo, des petites images diffusées à droite à gauche et de quoi attiser notre curiosité, aussi susciter nos pronostics, alimenter nos discussions. Donc je pense que ça va être une période assez riche malgré tout. On va pouvoir s'engager dans nos communautés. Donc voilà, moi je ne suis pas triste, je suis super contente de savoir qu'on va avoir une saison 7 avec 7 épisodes. Donc voilà, là c'est le tout dernier épisode sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui. Vous qui êtes sur ma chaîne depuis très longtemps ou depuis peu de temps, mais je vous remercie. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées sur ces dernières semaines. Forcément, la diffusion de la saison 6 a été un moteur. Si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas abonné, ça vaut le coup puisque même pendant le Outlander, entre 2 saisons, j'alimente beaucoup en contenu sur la chaîne YouTube. Je suis beaucoup aidée par Anne-Marie, mon amie, qui traduit des vidéos en anglais pour vous tous, avec moi, à mes côtés. Donc voilà. Beaucoup de choses à venir aussi avec certainement Violaine. On a des projets, donc suivez tout ça de près, que ce soit ici sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Et puis mon site internet que j'alimente en articles, avec des photos, un peu plus de fond. Ça vaut le coup d'aller y jeter un œil aussi de temps en temps. Bon, allez, on y va. Ne perdons pas plus de temps. C'est parti pour le décryptage du dernier épisode de la saison. Je commence par mes impressions générales, mais je me rends compte qu'en introduction, j'ai oublié de dire que cette vidéo, si vous la regardez plus ou moins en direct, le jour où elle est publiée, le chat est ouvert, donc n'hésitez pas à participer, même si vous ne l'avez jamais fait, que vous avez l'habitude d'être plutôt en retrait. Venez avec nous, échangez vos avis, vos commentaires, confrontez vos ressentis à ceux des autres. Ça apporte une ouverture et une richesse et c'est ça qui fait la force de notre communauté, c'est qu'on a beau ne pas être d'accord sur tout, on peut entendre tout et en discuter, donc faut pas hésiter. Je commence avec mes généralités, ce que je donne d'habitude en début de décryptage, et j'ai envie de vous parler de la durée de l'épisode puisqu'il dure 1 heure et 3 minutes, générique compris et petite récap d'avant-épisode comprise également. C'est plutôt identique à ce qui a été fait pour tous les épisodes de cette saison. On se souvient que le premier avait été quand même nettement plus long, c'était 1h20. Mais globalement, lors de cette saison, les épisodes ont duré plus d'1 heure, pardon. Et c'est plus que la moyenne habituelle des épisodes de la série, sur les saisons précédentes en fait. Et c'est pas mal. Et ça, les auteurs, les producteurs nous en avaient parlé en début de saison. Ils disaient que les épisodes seraient plus longs. C'est pas significativement plus long, mais 2, 3, 5 minutes de plus, ça compte. Ça permet de caser une scène d'importance ou voire 2 plus mineures. Et moi, je trouve que ça se ressent. Mais par contre, sur l'épisode 8, sur celui-là, je ne sais pas comment vous avez réagi, mais moi, quand ça s'arrête, je me suis dit, mais non, c'est pas l'heure, c'est pas tout de suite, c'est pas possible. On en veut encore, en fait. Et pas parce que c'est un cliffhanger, mais parce que l'épisode est passé à toute vitesse. Et c'est vrai qu'on n'avait pas eu ce sentiment-là sur les autres épisodes de cette saison 6. On peut parler du titre. Le titre en anglais, c'est I Am Not Alone. En français, ça a été traduit par Je ne suis pas seule. Et aussi, il y a l'arrestation qui apparaît sur Netflix lorsqu'on lance l'épisode en version française. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi il y a 2 titres. Je pense qu'on ne le saura pas. Mais soit. Mais je préfère garder la traduction littérale du titre anglais.
Et c'est vrai que ce titre, quand il nous avait proposé la liste des titres de la saison, avant même que la saison commence, il m'avait laissé un peu perplexe. Hein, on ne savait pas trop comment l'interpréter. Et puis là, on le comprend au fil de l'épisode et il prend tout son sens. Hein. C'est une phrase que dit Yann. Lorsqu'il retrouve Jamie à l'oreille du bois, il lui dit « Je ne suis pas tout seul. Je suis venu avec des amis à moi. Hein. » Et puis, on a aussi, c'est moins frontal, mais en sous-jacent, l'idée que Claire et Jamie, même si d'apparence, ils ont l'air d'être seuls contre tous, ils ont quand même des membres de la famille, ou en tout cas des amis très proches qui sont autour d'eux. Je pense à Lizzie, au Beardsley, et puis aussi au couple Bug, malgré tout. Et aux métayers historiques, en fait, de Fraser's Ridge, hein, les Sinclair... les Lindsay, Lindsay ou Ronnie Sinclair, etc. Le scénariste de l'épisode, c'est Luke Scalhass. Étonnant scénariste pour une fin de saison, parce que d'habitude, les derniers épisodes sont plutôt écrits par Tony Graffia ou Matt Roberts, hein, qui prennent cette responsabilité-là. Ça s'explique, hein, puisque les épisodes avaient tous été écrits, les 12 en fait, que devait contenir cette saison 6, avaient tous été écrits et dispatchés en fait en fonction des scénaristes, et ça ne devait pas être le dernier. Donc voilà, Luke Scalhass, qui a fait du bon boulot, hein, qui a adapté plutôt pas mal ce qu'on retrouve dans les romans. Ils n'ont quasiment pas touché à ce scénario, c'est ce que j'ai lu là cette semaine. On aurait pu se dire que, voilà, au moment où ils ont pris la décision d'arrêter la saison à 8 épisodes au lieu de 12, qu'ils allaient un petit peu chambouler tout ça. Mais non, a priori, le scénario, il est quasi tel qu'il avait été prévu. Donc voilà. Luke Scalhass, il a aussi écrit un autre épisode de cette saison. C'est l'épisode centré sur Yann, l'épisode 4, L'heure du loup. Et il en a écrit plusieurs aussi, la saison 4, saison 3. Donc c'est pas le perdreau de l'année. Aux commandes de la réalisation, mon idole, Jamie Payne. Vraiment, j'adore sa patte. Grande qualité dans les scènes d'action, grande qualité dans les scènes intimistes aussi, avec des choix visuels que je trouve géniaux. Une belle utilisation des couleurs qui sert vraiment l'intention et le message qui veut être donné. Donc, vraiment, moi, je suis conquise. Ça donne une réalisation qui est visuellement dynamique et qui sert aussi à véhiculer des émotions très puissantes. Donc, Paris rempli. Hein. Je pense que on est avec Jamie et Claire tout le temps. On éprouve le danger, on éprouve les tensions avec eux, on respire avec eux. Moi, je m'identifie totalement à Claire qui regarde sa maison voler en éclats, sa maison mise en pièces, son rêve de foyer, ses vases, même si on ne voit pas de vases brisés, mais beaucoup de bris de verre. Je suis triste comme elle et je ne comprends pas cette injustice qui leur est faite. Et tout ça, hein, toutes ces impressions, elles sont créées par les choix visuels, les choix de réalisation de Jamie Payne. On a aussi plein de plans où on nous place à la place où on nous met à la place de Claire ou de Jamie, notamment quand ils sont dans la maison. Ils regardent par la fenêtre. C'est comme si on était à la place de Claire qui regarde par la fenêtre, ou quand ils sont plus tard sur la route dans la carriole. On voit beaucoup de plans du point de vue de Claire ou de Jamie ou des deux. Hein. Donc, ce qui fait qu'on s'identifie vraiment, on se met à leur place, en fait. On est complètement avec eux. J'adore aussi la beauté du plan final sur la plage, avec ces chevaux qui galopent au secours de Claire, probablement. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'ils aient mis ce plan, alors qui est vraiment beau, hein, mais qu'ils l'aient mis dans le générique, parce que du coup, plus l'épisode avançait, et plus on se disait bien que ça allait finir comme ça. Donc voilà, c'est mon petit regret qu'on ait été spoilé un petit peu sur cette fin. Je mettrai aussi en valeur et en lumière la variété des décors qui ont été utilisés tout au long de l'épisode. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous les endroits qui ont donné lieu à des scènes ou à des plans caméra, c'est absolument dingue. Dans la maison de Claire et Jamie, ils ont été quasiment dans toutes les pièces, sauf peut-être l'infirmerie. Ensuite, en extérieur, c'est fou.
Ils ont été à plein d'endroits. On est aussi à différents endroits avec Brianna et Roger. Enfin, ouais, vraiment... Jamie Penn a tiré profit de tout ça. Ça bouge énormément. On a aussi beaucoup de procédés caméra de travelling. Vous savez, oui, le travelling de la caméra qui recule doucement en avant, en arrière ou qui va doucement en avant. Ça, c'est super. Et dernier plan où là, je pense qu'il s'est fait plaisir, c'est à la fin sur la plage, ce mec de la milice de Brown qui se prend une balle à travers sa main et directement dans son œil. Ouais, je pense qu'il s'est fait plaisir. Et donc, je suis en train de dire que cet épisode est plus rythmé, il y a plus d'action et aussi plus de moments intimes que dans les autres. Et je ne parle même pas des 2 scènes de sexe, donc j'aurais franchement pu me passer. Personnellement, c'était pas obligatoire. Mais l'intimité des scènes, des conversations entre les couples, que ce soit Claire et Jamie ou Brianna et Roger. Et donc je dis un épisode rythmé, et pourtant on sent quand même, on ressent la longueur de leur voyage, de Claire et Jamie. Et d'ailleurs celui de Brianna et Roger aussi, même si eux le pointent, comme si on n'avait pas déjà remarqué que c'était long, avec ce troupeau de vaches qui passe devant eux. Mais on a aussi ce sentiment un peu de longueur, là, on aimerait que ça avance. Et ben, tout ça, c'est fait exprès. Et voilà, une fois qu'on l'a remarqué, on se sent quand même plus à l'aise. Et puis on se dit, bah ouais, ok, c'est long, mais pour eux aussi, c'est long. Donc c'est bien qu'on le ressente. On est vraiment 100% avec eux, et c'est ce que je disais il y a 2 minutes, quoi. On ressent tout. À l'image de toute la saison, et j'en ai parlé en quelques mots tout à l'heure, mais il y a une grande fidélité au roman, avec quelques simplifications d'intrigues ou des ajouts. Mais les ajouts, c'est notamment cette histoire... c'est notamment les Indiens qui viennent avec Yann au secours de Jamie. Ça, c'est pas dans le livre. Mais franchement, ça le fait, quoi. Moi, je trouve que la boucle est bouclée. Voilà, c'est ça que je veux dire. Avec tout le développement qu'il y a eu en début de saison, notamment autour des Indiens et de l'allégeance de Jamie, etc., ça prend absolument tout son sens, et c'est plutôt bien fait. Alors, il n'y a pas de voyage dans le temps dans cette saison, mais la title card, la carte de titre, est perturbante. On se dit tout de suite qu'on est à nouveau rebasculé dans le futur avec Claire et puis Brianna. On reconnaît la robe rouge de Claire, c'est pas la même, mais c'est une robe rouge. On voit sa bague, la bague de Jamie, et moi ça m'a perturbée complètement parce que je me suis imaginé qu'on était à nouveau dans une sorte de rêve échappatoire de Claire qui voulait justement échapper à un danger, comme ça avait été le cas dans le dernier épisode de la saison 5. Je pense que c'est pas innocent, c'est aussi une forme de clin d'œil, et c'était aussi Jamie Payne qui avait réalisé l'épisode, donc au final, voilà, ça aurait pu être ça, et ouf, tout ça, cette title card prend son sens, en fait, dans la discussion que Claire et Jamie ont ensemble sur le dernier repas du condamné, et Claire qui dit que elle, son dernier repas, elle commanderait un cheeseburger, des frites et un coca de chez Carmise, où elle avait l'habitude d'aller avec Brianna. Et pas de voyage dans le temps, et pourtant on entend parler du voyage dans le temps par la bouche de Brianna et Roger, qui questionnent le timing pour parler de tout ça à leur fils, à Jamie. Donc voilà, je ne sais pas si du coup le contrat est rempli, parce que je sais que ça fait partie des exigences de Starz et Sony notamment, le fait qu'il y ait systématiquement une notion de voyage dans le temps pour être classé dans les séries fantastiques. Donc est-ce que ça suffit, ou est-ce qu'il y a une promesse par rapport à la saison 7 et où du coup on est un petit peu en stand-by sur la saison 6? À suivre bien sûr. Encore une fois, si vous êtes dans le chat et que vous êtes lecteur des livres et que vous êtes très avancé dans vos lectures, que vous avez bouclé la saga, évitez de spoiler les autres. On sait tous ce qui va se passer, mais chut. Et sans faire déjà de conclusion dès le départ, mais c'est une saison qui est globalement centrée sur les désordres intérieurs au Ridge ou désordres intérieurs aux personnages.
mais de manière subtile dans les dialogues ou dans les images. Dans cet épisode-là, l'épisode 8, on nous parle de la grande histoire. Il y a cette discussion entre Brianna et Roger, la première fois qu'on coupe l'intrigue de Claire et Jamie et qu'on bascule avec eux, c'est Brianna qui explique que il y a certains événements politiques qui se sont déjà produits à l'époque où ils se parlent. On a aussi des nouvelles de Fergus et de son journal, dont on comprend que il milite quand même un peu pour une liberté d'expression. On a à travers le road trip des Brown, Claire et Jamie, on voit Richard Brown qui ne trouve pas de juge et qui explique qu'il y a des désordres politiques qui sont tels que les juges ont pris la fuite. Puis on observe aussi, et là c'est visuel en fait, on ne nous dit rien mais on le voit bien, on observe les rues de Wilmington à la fin avec Claire, cette ville qui a été mise à sac et où on voit des tags, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais voilà, c'est pas glorieux, la ville a perdu de sa superbe quand même. Je trouve que c'est un épisode satisfaisant, plus que ça bien sûr, très satisfaisant, génial, je pense le meilleur de la saison, et tout ça à de nombreux niveaux. J'ai un regret, c'est la cassure du rythme avec la première scène entre Brianna et Roger. Je comprends qu'on ne pouvait pas rester avec Claire et Jamie tout le long de l'épisode, c'est pas comme ça que fonctionne Outlander, et j'ai aucun souci avec ça, mais au moment où apparaît cette première scène, pour moi, ça casse le rythme. C'est dommage. C'était pas le bon moment. Encore une fois, je ne suis ni scénariste, ni réalisateur, ni monteur, ni auteur, ni rien du tout. Mais c'est ce que j'ai ressenti moi. Donc voilà. Le choix a été fait de le faire là, sans doute pour de très bonnes raisons, mais j'ai pas d'explication. Donc moi, ça m'a déplu. Voilà, je vais passer à mon top et à mon flop. Je commence par mon top et je peux vous dire que quand un épisode est bien ficelé comme l'est celui-là, c'est quand même plutôt difficile de choisir un top. Et donc mon top, en fait, ce sont tous les plans où c'est le chaos et où on voit Claire et Jamie unis, ensemble, et qui ne font qu'un. Avec une proximité des corps et des âmes. C'est ça que j'ai aimé vraiment dans l'épisode et c'est mon top, c'est le fait que leur équipe est reconstituée devant l'adversité, et en fait au-delà de ça, c'est le rendu visuel en fait qui fait vraiment honneur à ça, qui m'a plu. Je pense que Jamie Payne a tout compris à l'histoire et à l'émotion de cette histoire aussi, et je me dis pourvu qu'on lui confie d'autres épisodes en saison 7. Je suis en train de croiser les doigts là, derrière mon micro. Ça nous donne une belle introspection, une belle exploration de ces deux personnages, alors qu'ils sont dans un huis clos. Leur maison vole en éclats, mais on sent qu'ils sont protégés l'un par l'autre. Enfin, oui. En fait, c'est comme un rempart, mais parce qu'ils sont ensemble, en fait. Et d'ailleurs, j'avais écrit cette partie-là de mon décryptage avant d'entendre la vidéo des coulisses avec Matt Roberts, et il utilise le terme de bouclier, bouclier d'amour, quoi. Et ouais, c'est ça que j'ai ressenti, carrément. On a ce sentiment que ça va aller, tant qu'ils sont ensemble, en fait. Jamie a soif, plus tard il a faim, il est vivant, quoi. Je dirais pas que tout est comme d'habitude, mais au final, voilà, le monde ne s'arrête pas. Il est avec Claire, ils se battent ensemble et ça leur donne une occasion de faire comme une espèce de bilan, de parler du destin, de la possibilité de mourir aussi, à cœur ouvert et je vais pas dire en toute décontraction, mais presque quand même. On entre dans leur intimité vraie. Voilà. C'est ça mon top. C'est Claire et Jamie ensemble et ce qui en a été capturé par le fabuleux réalisateur de l'épisode. Mais je vais développer tout ça sur Claire et Jamie parce que ça constitue un de mes thèmes forcément. Et mon flop, j'ai deux petites choses.
D'une part, c'est le temps qui a été mis par Lizzie et par les bugs pour arriver. Alors, j'essaye de rationaliser un peu tout ça. La table, donc Jamie et Claire sont en train de mettre la table. Alors, est-ce que c'est le déjeuner? Est-ce que c'est midi ou est-ce que c'est soir? Je me dis c'est peut-être soir, mais la nuit n'est pas tombée, donc donc ça voudrait dire que Lizzie et les bugs ont mis plus d'une après-midi à rassembler tout le monde. Alors ça veut vraiment dire que les métayers de Jamie et les colons de Fraser's Ridge sont vraiment très très éloignés de la grande maison. Ou alors ils étaient au champ, ou je ne sais. Enfin vraiment, ça me dérange. Ça m'a dérangé qu'ils mettent autant de temps. Et je questionne cette temporalité dans cet épisode-là, mais je la questionnais aussi déjà dans l'autre, où finalement, ce qu'on pouvait dire dans l'épisode 7, c'est que la temporalité de l'épisode se jouait sur à peine 10 jours, en fait, entre la découverte du corps de Malva et la scène finale. C'est entre 7 et 10 jours, je dirais. Et là, toute la première partie de l'épisode, c'est la suite directe et ça joue sur une nuit, une après-midi, une nuit peut-être. Donc ça, c'est le premier flop. Et le deuxième, c'est l'arrivée de Hiram Crombie en tant que porte-parole. Et là, je me suis dit, non mais sérieux quoi ? Quand on a en tête la scène et les mots qui ont été échangés entre Hiram Crombie et Jamie dans l'épisode précédent, Jamie l'a fusillé sur place. Hiram Crombie avait carrément pas été tendre vis-à-vis de Claire et c'est lui qui vient en sorte de médiateur. L'explication que donne Jamie sur la confiance qu'il peut avoir en Hiram Crombie me semble un peu rapide et pas très claire. Alors là, je vous engage, si vous souhaitez mieux comprendre, à relire les passages dans le livre parce que voilà, il y a plus de détails forcément sur la psychologie des personnages et tout ça. Mais en tout cas, là, il semble parachuté. Il parle pas beaucoup, donc c'est un drôle de médiateur. Il ne fait pas non plus taire les haineux. Il est là, voilà. Limite, il crie presque avec eux. Il semble un peu tendu, cet Hiram Crombie. Et finalement, très très soulagé par l'arrivée de Tom Christie. Donc je me dis que vraiment, c'était pas le bon choix d'intermédiaire. Alors ça a peut-être été fait exprès par Richard Brown, qui voulait trouver le pire d'entre eux. Je ne sais pas. En tout cas, c'est mon flop. Allez, je passe à mes thèmes. J'ai intitulé mon premier thème « Grandeur et décadence du Ridge ». Parce qu'en fait, depuis l'installation des Fraser sur les terres américaines et voilà la découverte de ces terres qui ont été appelées ensuite Fraser's Ridge, on a une sorte d'ascension qui démarre en saison 4 et puis la création du Ridge, le recrutement des colons. D'ailleurs, les premiers colons, ce sont les anciens prisonniers qui étaient avec Jamie à Armsmuir. Ils l'appellent d'ailleurs toujours MacDo. Dans la saison 5, on a vu vraiment l'installation de Claire comme médecin, au point d'avoir besoin d'une apprentie. On a vu Jamie appelé par l'armée britannique, on l'a vu faire du whisky, on l'a vu faire des travaux dans sa maison, on l'a vu dans la saison 6 collecter des fermages, accueillir de nouveaux colons en leur fournissant une aide de base, et secondé par Roger et Brianna depuis la saison 5, lorsque Claire et Jamie doivent quitter le Ridge. On avait déjà observé ça en saison 5, on l'a revu en saison 6 lorsque Claire et Jamie partent pour Wilmington et la réception de Flora MacDonald. Du coup, Claire, Marsali étant mère de famille nombreuse, finalement trouve une nouvelle apprentie en la personne de Malva. Elle donne sa confiance. On retrouve une vraie volonté de transmettre. Elle l'a prise sous son aile. Et tout bascule dans l'épisode 5. En tout cas, c'est là où ça commence, où on commence à avoir des doutes un peu sur Malva, avec le charme d'amour et les doigts coupés du pauvre mangeur de péché à la fin de l'épisode. On a dans cette saison 6, on a la défiance de Tom Christie dès son arrivée. Mais l'autorité de Jamie au début de la saison est quand même bien présente. Enfin, elle n'est pas du tout remise en question. Jusqu'à l'épisode 6 et le monde sans dessus-dessous, jusqu'au cataclysme en fait.
Et là, ce qu'on constate, hein, c'est que le venin qui a été craché par Malva s'est distillé dans toute la communauté, surtout chez les pêcheurs. Et donc, on a ce sentiment que c'est vraiment Claire et Jamie contre tous. De manière très... le timing, voilà. On a l'ennemi Brown, Richard Brown, qui ressurgit pour enfoncer le clou, en fait. Lui, c'est un vrai opposant. Hein, c'est une grosse menace parce qu'il jouit d'une sorte d'autorité en tant que représentant de la milice. Même si la légitimité de la milice est à questionner, hein, en tout cas, voilà. Il a une autorité. En plus, il est très, très armé. Il y a un gros groupe derrière lui. Et moi, il me fait penser un peu à tous ces caporaux là, donc qui ont un petit pouvoir et qui se sentent pousser des ailes. Et là, en fait, Richard Brown est dangereux parce qu'il a cet esprit de vengeance vis-à-vis de son frère. Il a cette vengeance aussi par rapport à ce qui s'est passé à Brownsville dans la saison 5, hein, avec la jeune Alicia et puis son nom m'échappe, mais cet homme qui était un peu aux côtés de Jamie pour combattre. Et puis Richard Brown, il y a aussi sans doute un peu une jalousie. Hein, et ça, c'est pas forcément très clair quand on regarde l'épisode, mais si vous avez vu la petite capsule vidéo où on voit l'acteur qui incarne Richard Brown et avec Sam Newman, ils discutent et on sent que oui, il y a de la jalousie. Il aimerait bien récupérer la grande maison, en fait. Pardon. Les colons qui ont été aidés par les Fraser, donc, leur tournent le dos, au mieux, hein, leur crachent des méchancetés, ou vraiment là, au pire du pire, leur jettent des pierres. Et ce qu'on constate, hein, c'est que la force des rumeurs, la vérité de la rue, les peurs des gens aussi, l'ignorance, le fait que Claire soit traitée de sorcière, tout ça, ça ressurgit en fait. Et puis, n'oublions pas que les pêcheurs, hein, donc toute l'équipe de Tom Christie, on va dire, ce sont des protestants. Ils sont récemment arrivés. Donc, l'aura de Jamie, en fait, n'est pas la même pour eux, clairement pas. Hein. Et on a tendance à oublier cette tension entre les catholiques et les protestants. Et pourtant, cette tension était très vive et bien réelle à l'époque. Et là, on l'a un peu en pointillé, mais ouais, c'est très très fort et très marqué. Donc les rancœurs et les haines qui ressortent là avec l'épisode Malva, elles sont sur un terreau voilà, qui prend déjà sa source sur l'opposition entre protestants et catholiques. Et le problème, c'est que Claire et Jamie semblent bien seuls au milieu de tout ça. Hein. Les alliés, en fait, tardent à arriver. C'est mon flop. Et quand ils arrivent, ils sont bien trop nombreux. Hein. Et puis, c'est peut-être trop dispersé, en fait, ce que je disais. Je questionne ça. J'aimerais bien avoir un plan, en fait, de Fraser's Ridge avec une échelle pour voir à quelle distance sont situées les maisons des uns des autres. C'est vrai qu'on n'a pas cette sensation de village. Christieville, comme ça a été appelé, donc les pêcheurs, lorsqu'ils s'installent, on a l'impression que c'est sur un territoire très ramassé. Mais c'est vrai que les colons qui sont arrivés avec Jamie, oui, il y a pas de village en fait. Ça doit être, tout le monde doit être éloigné les uns des autres. Alors je dirais heureusement que les choix de Jamie, qui ont été éclairés par Ian vis-à-vis des Indiens, montrent que sa décision était la bonne, hein, et puis que certains sont capables de reconnaître la loyauté, la bonté, ou ouais, appelons ça comme on veut. Et ce chef oiseau me fait un plaisir fou parce que je me dis qu'il y a encore des gens reconnaissants dans ce monde, enfin dans leur monde du coup. Et ouais, quand il arrive sur la plage, il y a le sourire qui s'éclaire lorsque voilà, il parle à Jamie et en lui disant voilà, je t'avais dit que je combattrais à tes côtés et waouh, ça m'a fait plaisir en fait. Je trouve ça beau. Donc Jamie a pris la bonne décision lorsqu'il a décidé d'armer les Cherokees. Et je termine ce thème en parlant de Lizzie parce que elle m'a vraiment beaucoup touchée avec deux répliques, juste deux répliques remplies de détresse et de larmes. Et là, je vous conseille vraiment, juste si vous voulez écouter ces passages-là en VO, parce que toute l'émotion de l'actrice Kathleen n'est palpable qu'en VO.
La VF, toute bonne qu'elle soit, sur cette partie Lizzie, elle n'est pas aussi émouvante. Donc, ça perd toute sa saveur. Il faut vraiment l'écouter en VO. Et pour une fois, je vais vous dire, j'ai écouté l'épisode en VF en entier lorsque j'ai fait mes captures d'écran. D'habitude, j'écoute quand même en VO. Et ouais, je suis un tout petit peu réconciliée quand même avec la version française. C'est pas la même chose, mais les acteurs qui doublent, notamment Kat et Sam, sont pas mauvais. C'est les intonations de voix qui me gênent parce que c'est pas le même timbre, mais c'est pas mal. Par contre, Lizzie, pas du tout. Ouais, faut aussi se dire que l'actrice qui double Lizzie a pas grand-chose à faire, donc elle a été peut-être sélectionnée avec un peu moins de soin que pour les autres. Pour mon deuxième thème, je me suis questionnée sur le style cinématographique de cet épisode, parce qu'on a pu entendre les auteurs ou même les acteurs dire que c'était un peu comme une sorte de western. On a aussi un peu comparé Claire et Jamie à Bonnie and Clyde ou à Butch Cassidy et le Kid. Enfin, pour moi, Outlander, c'est ni un western, ni un road movie, parce qu'ils sont aussi une partie sur la route. Mais Outlander, voilà, ça a son style bien à part et je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, c'est mon thème sur Claire et Jamie en même temps. On a un début d'épisode effectivement très enlevé, avec deux camps qui s'opposent, qui s'affrontent. Jamie et Claire retranchés dans la maison, un siège qui s'organise autour d'eux. Je l'ai dit, avec de beaux plans. On a effectivement quelques ingrédients du western. Le fait de recharger les armes, d'avoir une arme cachée dans le dos ou dans la poche et la sortir. On a les fenêtres qui volent en éclats, les montants en bois ou même les murs recouverts de lambris de bois qui volent aussi en éclats. Le fait de vouloir bloquer les portes. Cette action-là, c'est vrai que ça fait penser à un western. Et de la même façon pour le road movie, on est sur la route, alors pas en voiture, mais en carriole. Le temps semble long. Il y a aussi des rencontres. Donc ça, c'est un peu comme ça que se définit le style cinématographique du road movie. C'est quand on fuit un espace contraignant, en route vers un nouvel espace, connu ou inconnu d'ailleurs. Et on a un peu ce sentiment-là. À la fin, on a aussi un petit sentiment de cow-boy jouer aux cow-boys et aux Indiens, à la limite du caricatural. Mais ça s'arrête à temps, je trouve, donc ça n'est pas caricatural. Et puis finalement, je me dis que cet épisode n'est rien de tout ça. C'est du pur Outlander, parce qu'on passe du temps avec des personnages, avec Claire et Jamie. On questionne ce que ça leur fait, ce qu'ils éprouvent dans toute cette action, en fait. Ils sont dans une situation délicate où ils savent qu'ils peuvent y laisser leur peau. Alors nous, évidemment, on se doute qu'ils ne vont pas mourir. Et ce qui est génial, je trouve, c'est que eux parlent de leur destin et de la possibilité de mourir. Et Jamie ne manque jamais une occasion de dire ces petites phrases à Claire, romantiques et pleines de profondeur. Enfin, c'est du Jamie, quoi. On les trouve inquiets ensemble. Leur équipe est reformée. Et c'est beau de les voir défendre leur maison tous les deux, en fait. L'aveu de Claire par rapport à l'éther et la mise au jour, la remontée à la surface de ses traumatismes, le fait qu'elle s'en soit ouverte à Jamie, ça nous semble bien loin. Et moi, je me dis que nécessité fait loi, en fait. On peut penser que tout ça est derrière elle vraiment. Par deux fois dans l'épisode, le nom de Lionel Brown est mentionné. Et elle ne flanche pas, en fait. Ça ne ramène pas ses visions. La première fois, c'est quand, en plein siège, Jamie lui dit Richard veut se venger par rapport à la mort de Lionel. Et puis ensuite, c'est Richard Brown lui-même, quand Claire est seule dans la carriole et qui lui dit ce que mon frère vous a fait, c'est dégueulasse, mais je vais pas dire le contraire, mais voilà. Vous avez tué Malva. Et donc, le traumatisme, en tout cas, semble mis de côté parce qu'ils ont à faire face à une situation quand même assez stressante. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de temps à consacrer à remuer ces traumatismes intérieurs.
Ils s'inquiètent tous les deux sur le dénouement de tout ça. Claire évoque l'incendie et la vie mortuaire qui avait été ramenée par Brianna. Et j'aime beaucoup la rationalité de Claire qui dit mais non, mais dans le papier journal, c'était marqué janvier, on est en mai, donc c'est pas ça, quoi. Et la façon dont Jamie lui dit, tu sais, j'ai été imprimeur, alors je sais qu'on peut pas faire complètement confiance à ce qui est imprimé dans les journaux. On les retrouve inquiets pour leur vie, ils en parlent. On entend Claire déçue du peu de soutien qu'elle a. Ils sont inquiets, et Claire notamment est inquiète pour le devenir de sa maison. On les voit tous les deux sereins parce que les enfants sont partis. Ouais, providentiel. On les trouve rassurés parce que Jamie n'a visiblement pas épuisé ses 9 vies. Les 9 vies prédites par la diseuse de Bonaventure de Paris lorsqu'il était jeune. J'ai envie de noter aussi le nombre de fois où Jamie permet à Claire de se reposer, où il lui offre ses bras, ou une épaule, où il la prend dans ses bras. Jamie est là, il lui offre un soutien émotionnel, de la réassurance lorsqu'il y a une crise ou un doute. Quand il lui dit « ce n'est pas la dernière fois que tu verras la maison au clair de lune, Claire ». La scène de sexe entre eux est vraiment à sa place. Et moi, ce que j'adore dans cette scène, c'est tout le début. D'ailleurs, ça aurait pu s'arrêter là, que ça m'aurait pas dérangé du tout. Tout le début de cette scène où Claire est d'abord le dos tourné et on voit cette larme qui roule sur sa joue. Elle se tourne vers Jamie qui lui aussi ne dort pas et dans ses pensées regarde le plafond de manière hyper figée. Claire exprime qu'elle a peur. Et puis on a ses mains qui touchent l'autre, le visage, très doucement, comme si on voulait imprimer des formes, des sensations. Et puis les mains qui se touchent, ils sont face à face. Ils se regardent comme pour imprimer là encore le visage de l'autre, les contours de son corps. Et ouais, cette scène est à la fois tendre, triste, hyper intime, sensuelle, intense. On sent la vulnérabilité des deux et c'est très lent. C'est beau. Ouais. Et puis on a ce travelling arrière, ce procédé là, qu'utilise Jamie Payne où on est focalisé sur eux et puis la caméra s'éloigne comme pour les laisser seuls dans cette petite bulle d'intimité. Et ça fait miroir à ce qu'il a fait sur les dernières scènes de l'épisode 12 de la saison 5, dans l'épisode final. C'était au même endroit, c'était dans leur chambre et quasiment le même plan avec les fauteuils en avant-plan et puis le couple en arrière-plan. Très très beau. Et je passe du coq à l'âne puisque après cette scène-là, on a la chevauchée vers un tribunal, en tout cas vers une ville qui pourra proposer un jugement, un tribunal, un juge. Et moi, je me suis trouvée rassurée en fait de voir que Claire et Jamie étaient ensemble aussi à ce moment-là. J'adore ces scènes plus calmes quand ils sont tous les deux, qui peuvent avoir des conversations. Voilà, enfin c'est intime en fait. Après l'attaque au jet de pierre, quand ils sont tous les deux, que Jamie regarde la main blessée de Claire, enfin il plaisante, il se rassure, ouais. Ça fait hyper réaliste, en fait. Et c'est Tom Christie qui entend cette discussion et il finit par s'écarter alors qu'il est venu apporter une gamelle de nourriture. Là encore, c'est pas la caméra qui s'éloigne, mais c'est Tom Christie. Il les laisse parce qu'il sent que là, ils sont dans leur bulle d'intimité. On ressent la force de leur amour, là. C'est fou, quoi. Et leur séparation, à la fin, nous rappelle d'autres séparations dans d'autres saisons, avec des cris. Claire! Jamie, ça crie très très fort et ça c'est très très miroir à ce qu'on a déjà pu observer dans d'autres saisons, dans d'autres épisodes. Claire emmenée ligotée au fond de la carriole, ça me fait penser à son arrestation dans l'épisode 8 de la saison 1 lorsqu'elle était près de repasser les pierres et qu'elle est interceptée par les tuniques rouges et puis ensuite elle s'en va en carriole. C'est quasiment les mêmes plans. Bon, difficile de faire autrement, vous me direz, mais voilà, moi je trouve toujours que c'est miroir. Alors, le sauvetage de Claire sera-t-il aussi spectaculaire que celui de l'épisode 9 du coup de la saison 1, on verra. Claire est en prison à Wilmington.
Donc jusqu'à entendre le débrief des coulisses avec le réalisateur, les acteurs, je pensais que Claire avait été mise dans la même prison que l'Indien Wendigo Donner. Mais en fait, dans le débrief des coulisses, on apprend qu'elle est dans une prison pour femmes. Donc, potentiellement pas d'hommes dans la prison. Alors, on verra. Je l'ai dit, le système judiciaire est en délicate position. C'est le reflet des désordres politiques de l'époque. On voit dans Wilmington cette espèce d'épouvantail tunique rouge qui pendouille. Donc il semblerait que Wilmington soit plutôt dominé par des patriotes, par des rebelles. L'ordre et la loi s'effondrent totalement. Impossible de savoir s'il y aura une quelconque forme de procès pour Claire, ni même quand il pourrait se tenir. Ce qu'on observe, c'est que Richard Brown donne une bourse au directeur de la prison. Pourquoi faire ? Souvent, quand on paye le directeur de la prison, c'est pas pour de bonnes choses, c'est pas pour donner des bons repas aux prisonniers, surtout pas quand c'est Richard Brown. Ce qu'on observe néanmoins, c'est la présence et le soutien de Tom Christie. Alors moi, je me dis en quoi est-ce qu'il pourrait éviter qu'il n'arrive malheur à Claire dans cette prison, même s'il reste présent à Wilmington. Il peut se passer tellement de choses en prison que franchement, ouais. À suivre donc. Et ça me fait la transition avec mon thème suivant que j'ai intitulé « L'énigme Tom Christie ». Lorsque Tom arrive, donc en plein milieu de la nuit, c'est d'abord Hiram Crombie, le médiateur, le pacificateur, je ne sais pas. On est surpris de le voir débarquer et on est d'autant plus surpris par son aspect physique. Il est mal coiffé, il est pas rasé, il a une posture quand même plutôt abattue. Une grande tristesse sur son visage ou de la lassitude, je ne sais pas interpréter, mais lui qui était toujours tiré à 4 épingles, hyper propre sur lui, là franchement ça surprend beaucoup. Alors est-ce que ce sont les effets du deuil ? J'ai du mal à le croire parce qu'il n'était pas dans cet état-là à l'enterrement, par exemple, à l'enterrement de Malva, qui a eu lieu, on va dire, 3, 4, 5 jours maximum après sa mort. En tout cas, il semble vraiment souffrir dans son cœur. Enfin, il est méconnaissable dans l'expression de son angoisse. Et moi, je me dis que le dogme qui a été à l'origine de tous ses choix et de ses idées et de sa façon de voir le monde, ça s'effondre en fait. Tom Christie, c'est blanc ou noir, c'est ce que je disais dans un décryptage précédent. Il met les gens dans des petites cases, c'est soit des justes, soit des personnes indignes ou non justes. Et là, il semble entrevoir qu'il y a peut-être une autre vérité, en fait. Et ça me donne l'occasion de pointer c'est cet acteur, Mark Lewis-Jones, qui... Je l'ai jamais dit, mais c'est le fils de Maggie Smith, que vous connaissez. Maggie Smith, elle joue dans plein de séries ou même de films de renom, et j'ai en tête Harry Potter déjà, pour commencer. Cet acteur, il a apporté tellement de nuances à ce personnage dont on découvre qu'il a de multiples facettes, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, tout le monde salue la performance de cet acteur. Sam et Kat ont dit dans quasiment toutes les interviews qu'ils ont adoré bosser avec lui. Donc, pour que ça ressorte aussi souvent, c'est que ça doit être remarquable quand même. Alors, Tom, pourquoi s'interpose-t-il ? Déjà parce qu'effectivement, c'est ce qu'il dit, il a une légitimité à le faire, c'est la justice pour lui. Après tout, Malva, c'est sa fille. On pouvait se dire qu'il tenait là dans ses mains une revanche sur Jamie, l'occasion de prendre le dessus sur lui. Mais Tom, avant tout, c'est un homme d'honneur. Et d'ailleurs, Jamie le dit dès le premier épisode. Il dit un truc du genre un homme qui est capable de continuer à parler anglais quand en gros tout le monde autour de lui parle en gaélique, c'est qu'il a une force intérieure et voilà, un honneur, une droiture qui est inébranlable, et le jour où on aura besoin de lui, il saura... je préfère qu'il soit de mon côté. Eh ben, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire épisode 1, épisode 8. Voilà. Et Tom est là. Donc, homme d'honneur. Il doit savoir au fond de lui que Claire et Jamie ne sont pas les meurtriers.
Sinon, il ne s'interposerait pas. Donc, soit parce qu'il connaît le coupable, hein, ou peut-être que ça pourrait être lui. Je pense pas que ce soit lui parce qu'il ne serait pas là. Et en plus, vu ce que je viens de dire, vu sa droiture, peut-être qu'il se dénoncerait, en fait. Bon, on laisse ça en suspension. On verra. En tout cas, j'aime beaucoup le fait qu'il exprime ce respect vis-à-vis de Jamie et Claire en leur permettant de passer la nuit dans leur maison. Il a beaucoup de compassion en lui aussi. Il est hyper bienveillant, en tout cas au moins vis-à-vis de Claire. Par 2 fois dans l'épisode, on le voit lui apporter une gamelle. Il a dû le faire pendant toute la chevauchée, je pense. On observe les regards qu'il porte sur Claire. Ces regards sont d'ailleurs captés par Jamie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces regards ? Qu'est-ce que Jamie il lit ? Qu'est-ce que nous, on y lit ? Moi, je lis de l'inquiétude. Je lis de l'abattement. Un peu de culpabilité aussi. Beaucoup d'admiration pour Claire. Peut-être de l'amour. En tout cas, Claire ne comprend pas trop pourquoi Tom est là. Hein. Et encore une fois, c'est là où on s'identifie à Claire, c'est que c'est pas limpide, la présence de Tom. Ça peut être pour les raisons que je viens d'évoquer, mais voilà. En tout cas, Tom est un vrai rempart. Hein. Il tient vraiment ce rôle qui empêche que ça parte en vrille, en fait. Et c'est ce qui s'est assigné comme rôle et il le tient vraiment bien. Et quand Claire et Jamie sont séparés, il a fait le choix de suivre Claire pour les raisons qu'il a évoquées, hein, c'est-à-dire qu'il pense que Jamie va très bien s'en sortir tout seul. Oui, c'est une raison. Et puis en même temps, je pense qu'il veut avoir l'œil sur Claire. Donc c'est un vrai réconfort, même si, et Claire le ressent comme ça, hein, c'est réconfortant, mais elle le trouve distant. Hein, il lui parle pas beaucoup, il fuit ses regards. Mais c'est en prison où je trouve que c'est vraiment rassurant de savoir qu'il est là. Ses paroles sont rassurantes. Il a des petites attentions. Il avait apporté la mallette de médecin de Claire. Alors, bon, on ne lui permet pas de lui donner. Il lui donne discrètement une bourse pour qu'elle puisse effectivement acheter... voilà, enfin, on sait qu'en prison, si on a de l'argent, ça peut se passer un peu mieux. Il pose cette main réconfortante sur la main de Claire. Il l'assure de sa présence pas loin dans la ville, en tout cas. Et il lui dit qu'il ne souhaite pas la mort de Claire et ni celle de Jamie. Et puis de continuer à avoir foi en Dieu, quoi. Ça contraste, en fait, avec le... On se revoit sur la potence que lance Richard Brown quand il quitte la prison. Donc là, à suivre, hein, on verra en quoi la présence de Tom peut changer quelque chose au sort de Claire. Je me dis que ça peut pas être lui qui la sort de prison, ça doit forcément être Jamie, mais qui sait, on verra. Hein. En tout cas, on a cette notion quand même de sacrifice de Tom. Déjà, en fait, parce que, punaise, il a subi quand même cette traversée, enfin ce long chemin entre le Ridge et Wilmington... Sur des motifs qui ne sont pas limpides, encore une fois. Et ouais, moi, je pense que c'est quand même une sorte de sacrifice parce qu'il ne vit pas bien, ce grand périple. Et ça fait miroir à quelque chose qu'il avait admiré chez Jamie lorsqu'il disait que il s'était sacrifié pour un homme à Hartsmuir et qu'il n'avait jamais vraiment compris pourquoi Jamie l'avait fait. Alors, il a certainement beaucoup appris au contact de Claire. C'est 2 personnes qui se sont quand même, je pense, comprises. Ils ont beaucoup de différences, mais il y a une volonté d'ouverture malgré le dogme très très fort de Tom. On a vu qu'il a évolué au cours de la saison. Donc à suivre. Et donc mon dernier thème, parce que il faut en parler, Brianna et Roger ont quand même été très très présents eux aussi dans l'épisode, même si leur intrigue suscite moins d'angoisse. On a quand même appris des choses sur eux et on a bouclé leur arc dans cette saison. Ils ont pu faire figure quand même un peu de personnages secondaires. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça et je pense pas me tromper en le disant. Pour autant, ils n'ont pas été laissés de côté complètement et on leur a donné quelque chose.
voilà, c'est qu'ils semblent avoir tous les deux trouvé leur voie et je vais développer. Et donc, voilà, très fort contraste entre ce qui se passe pour eux et ce qui se passe pour, du coup, les parents. On a une relative insouciance de cette petite famille, même si Brianna mentionne les désordres politiques. Donc, Brianna n'oublie pas ce qui se passe, voilà, à plus grande échelle, on va dire. C'est Meryl Davis, hein, la productrice exécutive, qui dit dans une interview que ces personnages ont été mis volontairement dans cet état de bonheur parce que ça ne sera pas toujours le cas pour eux, et notamment dans la saison 7 qui arrive. Voilà, les lecteurs savent par quoi ils vont passer. Et donc, on a vraiment cette idée, dans cette saison, qu'ils sont installés dans cette époque. Roger va vers son ordination à Edenton, donc il a trouvé sa voie, il va au bout des choses. Brianna est enceinte, elle a inventé plein de trucs pour améliorer le quotidien du Ridge. Elle a cette légitimité de personnes qui créent, qui inventent, qui améliorent. Et puis, dans l'épisode, ils viennent d'avoir la certitude que Jamie est le fils de Roger, dans une scène super mignonne et très émouvante, interprétée avec des émotions justes de la part des deux acteurs, de Sophie Skelton et de Richard Rankin. C'est 30 secondes, très peu de mots, des regards, des petites larmiches, très très beau. Là, moi, j'y suis, là, je suis avec eux. Et Brianna et Roger apportent le thème de la vérité aussi, dans cette discussion, première discussion qu'ils ont à l'écran, là. À quel moment dire la vérité à Jamie sur le voyage dans le temps ? Et donc, la conclusion, c'est de dire que c'est sans doute plus facile à faire lorsque le public, l'auditeur, en tout cas les auditeurs, sont prêts à accepter cette vérité. Ou en tout cas d'être en mesure de garder un secret en ce qui concerne Jamie. C'est vrai pour le petit James, c'est vrai pour Brianna, et c'est aussi sans doute vrai pour le meurtrier de Malva. On sait, nous, que ce ne sont ni Claire ni Jamie qui ont tué Malva, mais c'est tellement plus facile pour le peuple de dire que Claire est une sorcière et de l'accuser du meurtre. Et moi, je me dis, est-ce que la vérité ne serait pas pire, finalement, pour ces gens-là ? Est-ce qu'ils seraient en capacité de l'admettre ? C'est tellement facile de dire que Claire est une sorcière. Et impossible de ne pas parler de la scène intime entre Brianna et Roger. On est moins fan, enfin je sais pas. Moi je dirais que je suis moins fan, en toute franchise. En tout cas non, peut-être pas moins fan, mais je suis moins investie émotionnellement dans leur relation de couple. Parce qu'on est moins habitué aussi à voir leur intimité que celle de Claire et Jamie. Claire et Jamie, on les a depuis la saison 1. Brianna, Roger, milieu de saison 4, hein, sur leur intimité en tout cas, avec beaucoup de perturbations et de traumatismes. Donc le temps qu'ils règlent tout ça, les découvrir vraiment proches, c'est saison 6. Donc, et avec une saison courte et beaucoup de choses à gérer. Voilà, ce qui fait qu'on est moins investi émotionnellement avec eux. Cela dit, cette scène-là en particulier, pour la commenter un peu, moi je trouve que les préliminaires sont assez joyeux, ils sont réalistes. Leur conversation là est vraiment super en fait, cette petite voiture qui se promène sur le corps de Brianna, les sous-entendus, la métaphore de la route touristique, c'est réaliste quoi, ça fait vraiment penser à du sexe entre jeunes parents, ce jouet coincé qu'on retrouve dans le lit, le ventre de la femme enceinte, les 3 tiers des lieux, hein, ils sont dans une tente un peu confinée, il y a le petit qui est à côté, et puis malgré tout ils ont une opportunité de prendre du plaisir l'un avec l'autre. C'est mignon, c'est sensuel aussi. Je l'apprécie pour ce qu'elle est, cette scène. Alors, Brianna et Roger, on les laisse là, hein, dans cette, en direction d'Edenton. L'arc narratif qui les concerne, il n'est pas très clair. Hein. Roger doit être ordonné. Ok, et puis une fois qu'il sera ordonné, ils vont rentrer au Ridge, et puis il va être prêtre. Il y a rien de compliqué, hein, dans leur arc.
Donc la suite, on verra. En tout cas, ce qu'on a pu entendre de la part de Meryl Davis, c'est qu'on sait qu'ils ne seront pas en reste dans la saison 7. Donc hâte de voir tout ça. Pour conclure, je dirais qu'évidemment, on nous laisse sur un cliffhanger. Claire et Jamie sont séparés, c'est un classique. Mais il y a aussi une note d'espoir, je trouve, puisqu'on a Jamie qui chevauche vers sa bien-aimée dans un super plan sur la plage. Sans doute qu'il va élaborer un plan pour la sortir de là. Il n'est pas tout seul, il a des alliés de taille, des guerriers. Il y a surtout la présence de Yann dans ses soutiens indéfectibles. Yann qui a sauvé quand même, qui a sauvé toute l'histoire. Il est là comme le sauveur. Donc, vu le nombre de fois où c'est Jamie qui a sauvé Yann, c'est un peu un juste retour des choses et c'est très bien qu'il ait ce rôle-là. Il a beaucoup mûri, Yann, depuis qu'on l'a vu la première fois dans la saison 3 et John Bell fait vraiment un super boulot aussi et je suis déçue de ne pas en avoir parlé un peu plus dans le décryptage, donc c'est pour ça que je prends 2 secondes pour en parler dans la conclusion. Cette saison est trop courte, tout le monde en conviendra. On connaît les raisons, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est une saison qui, pour moi, propose un beau tableau de cette grande famille Fraser. J'ai apprécié cette saison très intense émotionnellement, centrée sur l'intériorité des personnages. Bien sûr, j'ai des yeux et j'ai bien vu qu'il y a des avis très divergents dans la communauté donc sur cette saison dans son intégralité. Il semble quand même que le dernier épisode sauve quand même un peu la mise pour certains. Mais donc ce qui est mis en cause, c'est le rythme plus lent et aussi cette utilisation de l'éther par Claire. Dont j'ai longuement parlé dans le décryptage de l'épisode précédent. Donc, si vous voulez entendre mon avis à ce sujet, je vous conseille d'y revenir. Je donne mon point de vue, bien sûr. Ça permet d'avoir un autre éclairage et peut-être de vous convaincre que finalement, ce n'était pas si mal que ça. Les épisodes se sont attachés à mettre en avant des luttes intérieures, ce qui donne des épisodes peu riches en action, forcément. J'ai personnellement apprécié vraiment cette entrée en profondeur dans l'introspection des personnages. Fergus Marsali, on a des désaccords conjugaux, la dépression de Fergus, son alcoolisme, la perte de confiance en soi, la question de son identité, de son utilité aussi, de ses choix. Pour Roger et Brianna, il s'agissait de trouver sa place et aussi de ne pas avoir peur de qui on est. Et là encore, ça fait écho. Donc, ce titre du premier épisode qui est Echoes en anglais, Souvenir en français. Je crois que Claire le dit à Brianna dans le premier épisode. You can't be afraid of who you are. Tu ne peux pas avoir peur de qui tu es. Et effectivement, Brianna prend le taureau par les cornes et invente des allumettes, essaye d'amener l'eau courante au Ridge, toutes ces petites choses. Le rouet pour Marsali, et Roger, pareil, qui avait quelques craintes d'affirmer sa volonté de devenir pasteur, et finalement il y va aussi. On a Claire en lutte avec l'ensemble de ces traumatismes qui sont remontés tout en bloc à la surface, avec cette notion de culpabilité, cette notion de choix, de libre arbitre, qui a été traitée, dont tout ça a trouvé une conclusion dans l'épisode précédent. Et puis Jamie, le socle, le roc, toujours présent pour aider les autres, pour résoudre les conflits. On l'a trouvé effectivement dans une attitude un peu plus fermée, plus rigide, liée sans doute à sa maturité et aux conflits qui se jouent autour de lui, forcément. J'ai envie de dire que la plupart des combats que l'on mène dans nos propres vies sont souvent d'ordre intérieur. On n'a plus les guerres, nous. Les désordres politiques existent encore, mais ils sont quand même mineurs et on n'a pas ce sentiment de mise en danger de notre vie. En revanche, souvent, on est rongé de l'intérieur, parce que nous sommes des êtres humains. Et les personnages de cette série le sont, tout comme nous. Cette saison en est le reflet. Et c'est peut-être ça qui peut nous mettre mal à l'aise. J'ai souvent lu que c'était une saison très sombre. Oui, elle l'est, là, il n'y a pas de doute possible. Et ça nous semble en fait bien trop familier par certains aspects.
Mais cela dit, ça nous dit aussi que nous ne sommes pas seuls, que pour peu qu'on laisse d'autres nous aider et pousser la porte, nous apporter leur soutien, ça peut parfois aller mieux, même si ce soutien est parfois inattendu. Les vraies amitiés sont celles qui demeurent lorsqu'on fait face à des épreuves. Les gens qui ne nous délaissent pas quand on va mal, c'est eux. C'est eux nos vrais alliés, nos vrais amis et ceux sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer. Donc voilà ce que je voulais dire en termes de conclusion, aussi bien sur l'épisode que sur la saison dans son ensemble. On est en plein Droughtlander maintenant, depuis quelques jours. C'est une épreuve en soi pour nous autres, membres de cette communauté de fans, alors qu'on sort tout juste du précédent. C'est vrai que la saison est passée vite. Mais j'ai foi au fait que nous serons là les uns pour les autres pour suivre le tournage de cette saison 7 et les bribes d'infos que l'on va avoir à droite à gauche. En tout cas, moi, je serai là. Je continuerai à animer la communauté avec ce que je trouverai. J'ai plein d'idées sur ce que je vais pouvoir faire. Alors, il va falloir que je les mette en œuvre, que je trouve le temps de le faire aussi. On lira des passages de livres ensemble. On fera des petites choses avec Violaine, Pitchmani, c'est sûr. Vous pouvez revoir en replay l'intégralité de mes décryptages de cette saison et des saisons précédentes. Tout est disponible sur ma chaîne YouTube. Il y a les lives pour toute la saison 6. Je partagerai les nouveaux contenus en lien avec la série et la saison 7 notamment. Et sur ma communauté Patreon, je partage des contenus exclusifs, des vidéos en exclusivité, soit en avance ou soit uniquement disponibles pour mes chers partenaires de la communauté Patreon. On a nos conversations via Zoom pour discuter de la série et de ses à côté. Et je vais continuer aussi mes podcasts sur Clanlands. Alors, on a déjà fait les 4 premiers chapitres. Je crois qu'il y en a 12 ou 16, je ne sais plus. Mais donc, voilà, à partir du mois prochain, je vais continuer à débriefer Clanlands avec les addicts officiels. Bien, écoutez, je conclus ce décryptage. Le live juste après, pour ceux qui le souhaitent. Je vous dis à très bientôt. Bon Droughtlander à tous. Prenez soin de vous.